Donc je vais procéder à l'appel. Éric Stéphanie. Albano Gérald. Beaufils Nadine. Raymond Beaufils. Régine Bécamure. Pascal Boudin absent a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson. Liliane Claré. Hervé Chapuis est absent et a donné pouvoir à Jean-Pierre Gérardin. Michel Poignot. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corbier est absent et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Pascal Couillot. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Blaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné pouvoir à Aurélie Moreau. Reynald Huc. Gaël Jadot est absente et a donné pouvoir à Lucille Le Sins. Nathalie Jarre. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Pascal Lecomte. Présent. Florence Legault-Marin est absente et a donné pouvoir à Sylvie Molia. Lucille Le Sins. Jean-Christophe Le Thiers. Présent. Jean Mahon. Présent. Patrice Masse. Présent. Solange Ménin est absente et a donné pouvoir à Pascal Salou. Élodie Ménard. Gisèle Mireux. Bernard Moissette. Sylvie Molia. Aurélie Moreau. Michel Péchard. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet. Michel Rochepoineau. Hervé Riot est absent et a donné pouvoir à Thierry Gaudin. Isabelle Roux. Daniel Leroy est absent et a donné pouvoir à Jean Mahon. Pascal Salou. Nathalie Saulnier. Alain Varon est absent et a donné pouvoir à Karine Busson. Francis Verpi. Rosemarie Villermoz. Arnaud Sainte. Présent. Donc il y a 42 présents, 10 bourgeois, et donc ça fait 52 votants. Bourgeois, 42 présents, 10 pouvoirs, 52 votants. Donc il me faudrait un secrétaire de séance qui se propose. Merci Claude. Donc avant de commencer la séance, je vais donc vous présenter Marie Maigret qui est en charge du générateur au niveau des foyers ruraux qui va nous... ne me regarde pas comme ça, Rosemarie. Elle va nous présenter, parce qu'on s'est arrêté à la phase 2, et elle va être présente à la Saint-Simon, et donc voilà, on va vous présenter un petit peu le retour de cette expérience de ces deux phases. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Marie. Merci beaucoup.
Ça fonctionne? Bonjour à tous, merci de me recevoir ce soir. Vous pouvez vous lever parce qu'on ne vous voit pas. Je suis petit quand même. Donc moi je suis Marie Maigret, je travaille pour la Fédération départementale des foyers ruraux de Lyon et je suis plus particulièrement chargée de mission pour le générateur Bourgogne-Franche-Comté. Et si j'interviens ce soir, c'est pour vous présenter la démarche du générateur telle qu'elle a été initiée à la CCOP. C'est-à-dire, je vais faire un récapitulatif de ce que c'est que la démarche du générateur et vous dire où on en est et où est-ce qu'on va. Donc le métier du générateur, c'est de faire de l'ingénierie de projet au service des territoires et pour faire sortir de terre des projets porteurs d'emploi qui répondent à des besoins identifiés du territoire en s'appuyant sur les ressources existantes sur le territoire. On le fait à l'appui d'une méthodologie qui se découpe en 3 phases que vous pouvez voir à l'écran. Et donc en 2018, la CCOP et la FDFR ont conventionné pour lancer la démarche en phase 1 sur le territoire. Donc en 2018, la phase 1 est lancée. Donc on a mené des entretiens, des réunions publiques pour aboutir à un état des lieux partagé qui a fait ressortir 4 thématiques de travail qui ont chacune été travaillées au cours de nombreux ateliers de groupe animés par la FDFR 89 pour qu'émergent des idées de projets à présenter à la collectivité pour un passage en phase 2 dit d'études d'opportunité. Et donc fin 2019, ces idées sont présentées à la collectivité et celle qui est retenue pour faire l'objet d'une étude d'opportunité, c'est l'idée d'un centre de ressources pour le travail et les travailleurs avec en activité principale un espace de coworking ou de travail partagé avec des services d'accompagnement aux entrepreneurs individuels et des services d'accompagnement aux associations, plus un volet sensibilisation au numérique avec pour cible le grand public. Donc, pour ce passage en phase 2, la FDFR, à travers le générateur, a été missionnée pour mener une étude d'opportunité et donc vérifier que le projet en l'état était viable sur le territoire. Or, il s'avère que ce projet n'est pas viable économiquement. Et en résumé, la structure des coûts est trop importante par rapport aux revenus que pourrait générer le projet. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de faire évoluer le projet en reprenant les travaux qui ont été faits par les groupes thématiques en phase 1 pour l'enrichir et maximiser sa capacité d'autofinancement. Et donc en fait, plus qu'un simple espace de coworking, on aboutit, quand on fait converger les travaux des 4 groupes thématiques, à une idée de projet de conciergerie de territoire. De quoi s'agit-il ? Le métier d'une conciergerie de territoire, c'est de sanctifier le quotidien de ses bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises, les actifs et les habitants, en apportant une diversité de services et de produits qui soient à la fois accessibles, de qualité, de proximité, tout en contribuant au développement des acteurs professionnels locaux et à l'emploi local. Vous pouvez voir encore une fois à l'écran les 3 grands types d'activités qu'on retrouve dans une conciergerie, typiquement en milieu rural. Donc là, on a un pôle de service, un lieu de vie sociale et une boutique. Selon les projets, selon les territoires, la taille des engrenages varie, c'est-à-dire la taille que prennent ces activités, l'importance que prennent ces activités est variable. Et ce qu'on mettra à l'intérieur, derrière chaque activité, devra être adapté et sur mesure par rapport au territoire de la CCOP, en l'occurrence. Les zones de texte que vous voyez en noir sont là à titre d'exemple. Et un des points de vigilance qu'on aura pour mener ce projet, c'est bien sûr de ne pas créer de concurrence inopportune pour les établissements qui sont déjà en place sur le territoire. Donc très concrètement, pour la suite de la démarche, on fait un léger rétropédalage pour revenir en phase 2. On n'est pas en fin de phase 2, on est en milieu de phase 2. Et la première étape, ça va être de reconstituer un gros projet solide et ouvert.
Et pour ce faire, on commence à mobiliser les acteurs du territoire, notamment en tenant un stand à la Saint-Simon où on va proposer une animation. Voilà. En parallèle, on prépare aussi la reprise des entretiens bilatéraux avec les structures locales pour identifier les acteurs locaux qui sont intéressés par cette dynamique et qui souhaitent s'y inscrire. Voilà. Et donc, pour finir, l'ADFR et le générateur a besoin de la collectivité pour un certain nombre de choses. On a besoin de votre concours pour un certain nombre d'éléments. Et en premier lieu, pour reformer un comité de suivi qui soit efficace, comité qui doit être composé notamment de référents de la collectivité, référents élus. On aura aussi besoin de vous pour que vous puissiez nous parler de votre territoire et de ses habitants, puisque c'est vous qui êtes les sachants sur ce sujet. On aura besoin de vous pour nous aider à trouver le lieu d'implantation idéal de ce projet. Et enfin, pour parler du projet autour de vous. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pendant quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez dire, expliquer, présenter aux habitants le jour de la Saint-Simon, s'il vous plaît? Alors, le jour de la Saint-Simon en particulier, on a prévu une animation sur le modèle des porteurs de parole. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici. Le concept, en fait, c'est qu'on affiche une question qui va éveiller la curiosité des passants devant le stand et qui amène à la discussion et à l'échange. Et notre idée pour cette question-là, la formulation n'est pas arrêtée, mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir actualiser les besoins du territoire, faire un recensement, compléter le recensement qu'on a fait en phase 1 sur les besoins qui doivent être couverts. Voilà, et qu'on pourrait couvrir avec l'outil de la conciergerie. Est-ce que vous êtes en lien avec le dispositif Petite Ville de demain? Parce qu'il y a un mois, je pense qu'ils ont fait à peu près la même chose, la même chose que vous venez de décrire. Donc je voulais savoir si vous étiez en lien avec eux. Oui, on est en lien avec les deux chargés de projet Petite Ville de demain qu'on a rencontrés, avec lesquels on échange sur les projets qu'on a en plus porteurs, les projets respectifs qu'on a en plus porteurs. Donc il n'y aura pas de répite. Okay. Est-ce que vous allez partir, vous allez appuyer sur ce projet-là précisément, l'espace de vie partagée, ou est-ce que vous allez ouvrir sur d'autres choses? Alors, en fait, si on ouvrait davantage, ça reviendrait à faire un rétropédalage trop important. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est de réussir à formuler la question de façon à ce qu'on obtienne vraiment réponse à quel besoin peut couvrir les services d'une conciergerie de territoire. Vous disiez tout à l'heure que la première mouture n'était pas rentable. En revanche, est-ce que vous voulez absolument que le projet soit entre guillemets rentable? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a une assiette locale qui n'est pas rentable, mais c'était une volonté politique à l'époque. On sait très bien qu'elle n'est pas rentable, mais c'est entre guillemets pas un souci puisque ça avait été décidé comme ça à l'époque. Alors, nous, l'objectif qu'on a à travers le générateur, c'est de faire émerger des projets qui vont pouvoir au maximum s'autofinancer. Au pire, entre guillemets, ils vont être hybrides. Mais on cherche à générer une capacité d'autofinancement. Et à créer un emploi ou deux ou... Oui. Pour l'instant, un. C'est ce qui était le cas à l'époque. J'avais participé à plusieurs réunions et effectivement, l'idée c'était d'employer quelqu'un. Ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je vous remercie pour votre accueil et je vous dis à la Saint-Simon. Enfin, c'est écho juste pour revenir sur ce que vous disiez concernant le PA. C'est pas tout à fait cela quand même. Il n'est pas question que le PA soit déficitaire en permanence. Et nous avons entamé donc une analyse financière et fiscale d'une part et juridique. Donc on va voir ça, mais ce n'était pas prévu comme ça du tout non plus au début. Non, ce que je voulais dire. De le rappeler. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Après, peut-être pas de cette ampleur. j'étais pas là à l'époque, j'étais pas élu, mais je
pense que chaque élu à l'époque savait très bien que ça n'allait pas être rentable, mais ce n'était pas le but. Enfin, je veux dire, tout le monde était au courant. C'est comme une piscine, elle n'est pas rentable, mais c'est un service public. Et puis, on sait très bien que la commune ne va pas gagner d'argent, mais c'est un service public. Moi, l'assiette locale, je la vois comme ça. Mais ça nous... Voilà, si ce service est là... C'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est pas fait pour gagner de l'argent. Service, c'est sûr. Après, il y a une harmonisation à faire dans les coûts, le partage des coûts avec les autres... les autres partenaires, pardon. Chercher à en perdre moins, oui, c'est ce qu'on va faire, j'imagine. Alors du coup, nous vous avons pas transmis le procès-verbal, puisqu'il est encore en cours de validation, donc on ne l'adoptera pas ce soir. En revanche, on vous a transmis le rapport annuel du service déchets, le rapport 2020. Donc c'est juste une information, c'est à consulter. Voilà, à moins que vous ayez quelques propos à nous transmettre. Je passerai sinon aux informations donc réglementaires. Donc dans ces informations réglementaires... Ah, Bernard. Concernant les déchets, moi j'ai reçu le compte rendu qu'on a vu, et moi j'ai reçu quelques mails d'habitants de Charny, alors qui sont mécontents du ramassage des ordures, donc c'est le refrain, je dirais, continuel. Par contre, moi, et notamment dans les messages que j'ai reçus, il y en a quelques-uns qui émettent quelques doutes sur en fait, le retraitement des déchets et la façon de trier les déchets. Est-ce que ce serait pas possible de voir avec la communauté de communes, si on ne peut pas un groupe faire une invitation aux habitants qui le souhaitent, d'aller visiter le site de Ronchères pour pouvoir un peu montrer ce qui est fait à eau et que voilà, les gens se rendent compte par eux-mêmes de ce que c'est que le traitement des déchets, comment ça fait. Voilà. Alors après, je crois qu'ils font des portes ouvertes, mais on peut en effet essayer de voir les dates. Si je peux me permettre, ça fait des années que 2 fois par an, alors je crois que la dernière fois ça devait être en 2017 ou 2018, que notamment, autrefois c'était l'office de tourisme de Saint-Fargeau, après Cœur de Puisaye, après ça a été de Puisaye-Portel, organisait des visites du site d'enfouissement de Ronchères, donc 2 fois par an, avec la communauté de communes, justement pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau de l'enfouissement, du traitement des déchets, le compost, en même temps les gens pouvaient repartir avec du compost, comme de toute façon ils peuvent toujours en récupérer gratuitement. Donc c'est déjà existant. Donc après, je pense qu'il suffit de demander à la communauté de communes de réitérer l'action. Oui, on peut leur demander. À ce sujet-là, j'invite tout le monde à regarder Zone Interdite qui a été diffusée le dimanche sur M6. C'est assez hallucinant. Voilà, sur les déchets, alors j'espère qu'on fait ces mesures-là, mais moi aussi j'ai eu des retours d'habitants depuis, et bon, voilà, après c'est dans certains cas, mais voilà, je vous conseille. Voilà, dans les informations réglementaires, il y avait en effet des signatures de bail. Il y avait une régularisation de charges locatives d'eau et d'électricité, et puis on avait la renonciation au droit de préemption. Donc, pour ce qui est... Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Bon, on va passer aux délibérations, et puis je vais passer la parole à Madame Salon en ce qui concerne les conventions pour les transports vers les piscines pour nos enfants de primaire. Bonsoir. Alors, il s'agit de la régularisation d'une convention de mise à disposition des établissements aquatiques avec la communauté de communes Canaux Forêt en Gâtinais, 6 à Saint-Maurice-sur-Aveyron.
Donc, 3 de nos écoles y vont, à savoir Perreux, Saint-Martin et Villefranche pour les plus jeunes. La communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, 6 à Saint-Maurice-sur-Léron, met à la disposition des écoles élémentaires de Charny-Auré-Puisé la piscine intercommunale. À ce titre, une convention spécifique de mise à disposition de cet équipement a été établie. Cette convention précise les modalités d'utilisation des installations, moyennant une redevance de 2,10 € par séance effectuée et par élève. Donc, les enfants bénéficient de 12 séances, une fois par semaine, donc à des moments de l'année différents selon les écoles. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, régularisation parce qu'elle prend effet au 1er septembre. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Maintenant, c'est pour la piscine de Château-Renard. Alors, régulation d'une convention portant mise à disposition de la piscine intercommunale de Château-Renard. Elle met à disposition des écoles élémentaires de Charny-Auré-Puisé, à savoir les élèves de Grandchamp et les élèves de Charny. Donc, à ce titre, une convention spécifique de mise à disposition de cet équipement a été établie. Cette convention précise les modalités d'utilisation des installations, moyennant une redevance de 200 € par créneau horaire. Donc, les enfants bénéficient de 12 séances, mais cette fois-ci, c'est 2 fois par semaine. Donc, le temps est beaucoup plus concentré. Les élèves de Charny terminent cette semaine. Concernant les CM1, CM2, donc une classe qui a lieu le lundi et le jeudi, l'autre classe le vendredi. Après les vacances de la Toussaint, suivront donc les classes de CE1, CE2 et CP, CE1. Et pour l'instant, la classe de grande section CP est en attente pour le créneau suivant. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention portant sur la mise à disposition de la piscine intercommunale de la ACBO pour la période allant du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 est autorisé Madame le maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Il est indiqué qu'une redevance de 200 € par créneau horaire sera versée à la piscine. Je voulais juste savoir quel est le volume global à l'année, qu'est-ce que ça représente le montant versé à la 3CBO. Alors, on prend note de votre question et puis on notera, on dira au prochain conseil. 5 et 1, 6, ça fait 6 créneaux. 6 créneaux fois 12 séances, ça fait 72 séances fois 200. 1400 €. 14 000. 14 000. On dirait 15 000 €. À la louche, mais après, on reviendra avec le chiffre exact. Merci. Oui. Là, c'est bien plus de la piscine. Après, on rajoute le bus, le transport, etc. Oui. Oui, là, ce sont les conventions avec les... Alors, sur la 3CBO, il est précisé que en cas de... d'être défilé, ils peuvent dire 2 heures avant, comme ça, ils ne prennent pas les enfants. Oui, alors que nous devons prévenir notre absence 2 jours avant. Non, mais il y a juste ça qui m'a... Non, c'est marqué 2 jours avant. 2 heures avant, c'est bien marqué comme ça sur la 3CBO. Alors que c'est pas précisé sur... Non, après, ce sont les conventions que nous proposent les différentes communautés de communes. Oui, non, mais... Oui, mais on revient. C'est la 3e année que Charlie va à la piscine de Château-Renard. Ça n'a pas été modifié. C'est pas la souci d'aller à la piscine. À la fois, quand il y a des problèmes, par exemple à Saint-Maurice, on n'est pas toujours... on avertit au dernier moment quand il y a des problèmes
l'installation. Comme ça a été le cas certaines années, c'était... 2 heures avant, ce qui veut dire que le bus va être un peu déprogrammé et tout ça. Ah oui. Il n'y a rien qui fonctionne. Non. Mais ça a toujours été. Je ne sais pas. Madame, si, ça a toujours été. Avec ce tourneur, on y a été combien d'années? 2 ans. Ah non, ça fait déjà 1, 2, ça fait 3 ans. Enfin, 3, 4 ans. De manière, à l'époque, il a ici, donc ça fait pas. C'est ça. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste par curiosité, comment ça se fait que les enfants de Grandchamp vont jusqu'à Châteaurlin et Villefranche à Saint-Maurice-sur-Aveyron? C'est juste une histoire de section? Alors, Villefranche sur Saint-Maurice à Aveyron, c'est pour les plus jeunes, mais les élèves les plus âgés vont à Joigny. D'accord. Parce que Saint-Maurice-sur-Aveyron, c'est un petit bassin d'apprentissage adapté pour les plus jeunes enfants. Et quand ils sont plus grands, on préfère Château-Renard ou Joigny. Ok. Parce que ça offre un bassin bien plus intéressant. Pour les... Après, ce sont les enseignants qui définissent un peu. On n'a pas la convention, mais tu vois, Ça viendra. Non, on est en train de les réclamer. C'est pour ça que c'est des régularisations parce que voilà, il convenait d'avoir des conventions. Donc on est en train de les récupérer. Alors est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Non. Donc ensuite c'est la signature de la convention territoire globale, donc avec la CAF. Donc en fait, le contrat enfance-jeunesse n'existe plus et il est remplacé par la convention territoriale globale. Donc, considérant la volonté de la collectivité de prolonger son partenariat avec la CAF, cette convention permet de garantir un soutien financier pour les temps périscolaires au sein de l'école de Villefranche, garderie matin et soir, ainsi qu'un temps de coordination territoriale pour 0,1 équivalent temps plein, assuré par l'association Enfance et Loisirs pour tous. Donc, en fait, comment dire, en 2020, la crise Covid a entraîné un renouvellement du contrat avec un avenant. Ensuite, il y a eu un calcul suivant un réajustement, puisqu'on a perdu, depuis 2017, l'antenne de Charlie. Donc, ça a été réévalué. Et donc, maintenant, il s'agit d'une somme moindre, à savoir 13 650 €. Et cette allocation sera versée seulement si c'est le centre de loisirs qui s'en occupe. Ce bonus territorial est versé directement aux structures, donc à savoir le centre de loisirs, et cette somme est maintenue si l'activité reste semblable. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents pour assurer ce partenariat. Alors nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est une délibération pour abroger la délibération 2021-69 et pour autoriser le traitement des déchets d'archives, sujet qui avait tant déchaîné Madame Chambon. Donc en fait, pour faire plus court et plus simple, il y avait une erreur dans le titre de la délibération, où au lieu d'être inscrit donc l'entreprise Fez RV qui avait été retenue, était marqué de mémoire Coved. Et donc pour cela, il convient en effet d'abroger la précédente délibération pour et donc de délibérer ce soir pour une nouvelle délibération en modifiant donc en effet le titre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons ensuite
du dernier conseil municipal, nous avions reporté ce point-là sur une parcelle donc cadastrée 103E 459 donc sur la commune de Chevillon, puisque nous n'étions pas certains du montant et de la surface. Donc il y avait en effet une petite erreur, et donc c'est bien 40 € et donc c'est bien 148 mètres carrés. Donc il vous est proposé ce soir d'approuver donc la cession de la parcelle en question au prix donc de 40 €, de m'autoriser à signer l'acte notarié ainsi que tout document qui s'y rapportera, de dire que les frais et droits et honoraires seront à la charge de l'acquéreur, et de désigner Maître Belliot, donc notaire, pour établir l'acte de vente. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis il y a la délibération suivante concerne un terrain donc cadastré 192 ZL 58 sur la commune de Grandchamp. Il s'avère que lors d'une vente, le notaire s'est aperçu que les gens avaient donc bien clôturé un terrain, mais que dans ce terrain-là, il y avait une partie communale. Donc c'était une entente à l'époque, mais les démarches, si tel avait été le cas, elles n'ont pas été effectuées, donc il n'y a jamais eu de vente aux anciens propriétaires. Donc il faut, puisque là on est dans le cadre d'une vente, que tout l'ensemble des deux terrains sont clôturés, il convient de leur céder cette parcelle. Donc nous avons demandé au domaine l'estimation, leur retour est revenu donc le 30 septembre, et donc pour les 38 mètres carrés qui appartenaient à la commune, il est proposé 76 €. Donc dans ces conditions, il vous est proposé d'approuver la cession de la parcelle pour une contenance de 38 mètres carrés au prix de 76 €, de m'autoriser à signer l'acte notarié ainsi que tous les documents se rapportant à cette transaction, de dire que les frais honoraires seront à la charge de l'acquéreur et donc de désigner Maître Belliot, notaire, pour établir l'acte de vente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour le point suivant, je vais vous demander à tous à savoir si vous acceptez de délibérer, puisque dans la note de synthèse que vous avez reçue, il y a quelques petites erreurs que nous avons rectifiées. Donc, avant, je voulais vous concerter à savoir si vous acceptiez de délibérer avec les informations, les nouvelles informations que je vous donnerai, ou si nous reportons le point au prochain conseil. Est-ce que vous m'autorisez à délibérer ce soir? Sur la libéralisation du bail de grève, c'est ça? Oui. Est-ce que il y a une modification ou une modification par rapport au prix prévisionnel? Alors non, en fait, là où il y avait les erreurs dans ce que vous avez reçu, c'est donc en effet la date du bail qui... Voilà, c'est en termes de date. Il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas de prix. Si, le travail, il y a 1500 € qui sont rachetés. Oui, mais... Et ça ne change pas. Non, les montants ne vont pas changer. La seule chose, c'est que, étant donné qu'il y a eu la création, en fait, la demande a été effectuée donc par M. Chevalier en date du 4 janvier dernier. Il y a eu la création d'une association qui s'appelle l'Amicale des pêcheurs de Roybo, qui, elle, s'est créée le 1er juin. Donc, ils ne se servent pas de l'étang, et donc il convenait bien de décaler, puisque la demande était faite au départ à partir du 1er janvier 2021. Sauf que nous ne pouvons pas, l'association n'étant pas créée,
puis ils ne s'en savent pas. Il convient donc de commencer le bail à partir de l'année prochaine, donc du 1er janvier 2022. J'espère avoir été claire dans mes propos. Donc est-ce que vous m'autorisez à ce qu'on délibère ce soir sur ce sujet? Je n'ai pas trouvé le fichier qui correspondait au logiquement, il devait y avoir un fichier. Alors moi je l'ai pas. Bon. Alors, je l'avais donc je n'ai pas regardé. Voilà. Vous m'autorisez tous du coup à délibérer ce soir concernant ce point? Oui. Oui, bon, voilà. Donc en l'occurrence, je rappelle en effet, alors je vais quand même détailler un petit peu, hein. Donc le droit de pêche il va s'exercer uniquement donc, sur les temps et son pourtour, donc sur une largeur de 4 mètres, et sur les parcelles qui sont cadastrées suivantes. Alors, sur toutes les parcelles que vous avez, il y a un petit P à la fin, c'est pour dire qu'elles sont en partie, des parties de parcelles. C'est-à-dire que l'étang, il est sur l'ensemble de ces parcelles-là, mais on ne leur loue, en tout cas le droit de pêche, ne concerne que des parties de ces parcelles-là. J'essaie d'expliquer au mieux. Et donc le loyer annuel il sera fixé donc, de 1 500 € tous les ans, sauf pour la première année qui est donc l'année 2022, qui elle est minorée donc, de 500 € puisqu'ils ont dû racheter tous les poissons, donc pour les réempoisonner en même temps les temps. C'est non, alors. Non, 2022, ce sera à partir de 2022. C'est ça qui change en fait. C'est la modification, c'est pour l'année. C'est que le bail va commencer au 1er janvier 2022. Oui, mais le réempoisonnement, il a eu lieu en 2021 ou il aura lieu en 2022? En fait, ils doivent racheter. Alors, ils vont réempoisonner en partie, mais ils sont obligés de racheter. C'est pour ça aussi qu'ils ont créé, ils ont créé l'association pour pouvoir racheter les poissons qui appartenaient à l'ancienne association. Voilà. Oui. Oui. Puisqu'il avait été décidé de ne plus vider les temps. Et donc, voilà. Les manœuvres de récupérer l'ensemble des poissons, de vider les temps et. Voilà. J'ajouterais aussi que depuis le 1er juin, c'est le monsieur Chevalier qui entretient les temps de Ruibaud à ses frais. Comment? Oui, les temps de Ruibaud, ça évite aux agents de le faire. Oui, c'est celui qui est vers les terrains de tennis, quoi. Oui. Et ses parents, monsieur Chevalier, ils habitent Charlie, et tous les actionnaires habitent le canton de Charlie, enfin la commune nouvelle. Ça va être clôturé ou pas? Non, ça ne rien qui change, parce que c'est les actionnaires, au lieu que ce soit des tickets journaliers comme avant. C'est tout. Et c'est pour ça. Oui, il n'y a rien de changé là-dessus. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait des petits P à la suite des parcelles pour dire partie. C'est-à-dire qu'il reste quand même accessible aux habitants. Et du coup, pour ceux qui voudront pêcher, ça se passera comment? C'est sûr, il faut voir un actionnaire qui puisse vous inviter. D'accord, ok. Comme pour la chasse en fait. Non, pour la bonne raison, c'est qu'il faut au moins plusieurs personnes pour contrôler, et ils n'ont pas les moyens nécessaires d'avoir une personne pour contrôler autour de l'État. D'accord, c'est un petit peu comme l'association de Charlie. C'est principalement des carpistes qui viennent. Oui. Dans Charlie, il y a c'est des tickets à la journée ou à l'année, c'est pas des actionnaires. Comme là. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils rempoissonnent, donc on leur fait un prix sur le loyer. Parce qu'il y avait beaucoup de poissons qui ont crevé il y a 2 ans. Donc il y avait parce qu'ils ont racheté le poisson qu'ils estimaient à la Portale, qui était le président de Brandin One qui gérait l'État. Et là, il faut qu'ils rachètent des cartes pour les carpistes. Et les cartes au-dessus de 10 kilos, c'est 10 € le kilo. Oui, je sais bien, puisqu'il y a eu le même problème à Charlie. Il y a 150
individus qui sont morts et ils ont racheté, ils ont repoissonné, ils en ont eu pour 7 600 € cette année. Donc, de poissons. Donc, ils rempoissonnent tous les ans en novembre pour l'année suivante. Donc là, pour novembre 2021 pour 2022, étant rivière, c'est 7 600 € d'empoisonnement. Et c'est 1 400 € de loyer. C'est ça qui C'est une reprise. C'est une reprise. Oui, mais là, M. Renaudot, avant c'était M. Le Sec, il a repris, et pourtant, voilà. Enfin, je veux dire, c'est une autre. Voilà. Donc, bon. C'est une autre. Oui, mais bon. Oui, je comprends. Mais toujours est-il qu'une association a toujours des frais, ça a des frais de la même façon, quoi. Après c'est, voilà, comme on dit, c'est une première association, elle n'a pas forcément les fonds non plus pour débuter, et elle n'a pas demandé non plus de subvention communale, et voilà, donc comme eux n'en demandent pas non plus. Voilà. Après, c'est une association qui vit depuis des années, qui a peut-être aussi certains fonds. L'association, voilà, après, je pense que oui, et puis après on est en mesure d'écouter, et s'ils ont besoin en effet d'une subvention, ils peuvent aussi très bien solliciter la collectivité et remplir le CERFA, et puis on pourra éventuellement voir ce dont les besoins qu'ils auraient. Il n'y a pas de souci, je peux en passer le message. Donc voilà, alors le bail il est consenti pour 3 ans, donc 2022, 2023, 2024. Et donc il est proposé au conseil municipal donc, de fixer l'allocation pour l'année 2022 à un montant de 1 000 € et de fixer l'allocation pour les années suivantes à un montant de 1 500 €. Et donc de m'autoriser à signer les documents afférents. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc là, je vais passer la parole à Madame Sen, qui va nous parler de la classe Ulysse de Villeneuve-sur-Yonne. Alors, la classe Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, permet d'accueillir des enfants en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement partiellement un cursus scolaire ordinaire. Comme nous n'avons pas de classe Ulysse sur notre territoire, une enfant est scolarisée en CM2 Ulysse à Villeneuve-sur-Yonne. Et donc, Villeneuve-sur-Yonne nous demande de régler cette somme de 1 236,20 € pour couvrir les frais de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. 2020-2021. Si, c'est 2020-2021. Si on... en fait, pour serrer le collectif. Oui, c'est ça. C'est une régule, ça. Non, en fait, c'est qu'il nous envoie toujours, on va dire, à terme échu. C'est ça. Voilà, on reçoit, parce que ça passe en délibération au conseil à Villeneuve-sur-Yonne. D'ailleurs, vous avez dû avoir dans les annexes le document de la commune de Villeneuve-sur-Yonne, et donc nous devons délibérer après l'année passée. Et donc là, l'enfant, si je ne me trompe pas, il était en CM2. Donc j'espère qu'il aura progressé et qu'il ait pu passer au collège cette année. Et donc voilà, c'est peut-être quelque chose que nous n'aurons pas, en tout cas, l'année prochaine peut-être. À la fois, c'est aussi quelque chose de très important pour les enfants de notre territoire. On ne peut pas demander une subvention au département pour ça? Ça existe, hein? Oui, mais je pense que c'est déjà fait. Je pense que ça rentre dans un autre cadre. Après, lorsque nous autorisons un enfant à être scolarisé sur un autre territoire, bien souvent on autorise, d'autant plus en situation de handicap, à payer les frais de scolarité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Évidemment, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
parce que sur la note de synthèse que vous aviez eue, vous ne deviez avoir que le titre de cette prochaine délibération. Bon. Donc, je vais vous demander également si vous souhaitez délibérer ou pas ce soir. Alors, en fait, il n'y a pas de changement de tarif en soi. C'est que sur la délibération que l'on utilisait, qui datait de 2018, était mentionné pour la date de la Saint-Simon le 27 octobre. Sauf qu'en 2019, ce n'était pas le 27 octobre. En 2020, il n'y en a pas eu. Et je considérais que pour cette année, la Saint-Simon n'ayant pas lieu le 27 octobre, il serait préférable de prendre une nouvelle délibération où il n'y aurait pas de date de mentionner. Voilà, on sait qu'elle a lieu un week-end. Et donc, on est en fait de retirer ce que je proposais, de retirer la date qui était dans l'ancienne délibération. En soi, les tarifs ne changent pas. Hein. C'était juste, voilà, c'était pour être en cohérence avec les faits. Alors, je vais pas vérifier, mais je ne pense pas qu'en 2019, la Saint-Simon ait lieu aussi le 27 comme en 2018. Donc voilà. Donc je voulais savoir si vous souhaitiez délibérer ou pas ce soir. Ou sinon, je ne délibérerai pas parce que ça n'aura aucun intérêt. Ce sera à prendre, une délibération à prendre les années l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le fait de prendre cette délibération? Non. Non? Eh bien donc, est-ce que vous voulez que je vous redonne tous les tarifs? Alors les tarifs qui étaient proposés donc, déjà en 2018, c'était 3 € par mètre linéaire. Pour les commerçants et les artisans de Charnières-Épuisées dont le magasin se trouve dans l'emprise de la zone de foire, libre disposition du linéaire de leur devanture ou 10 mètres linéaires gratuits sur la foire. Pour les commerçants et artisans de Charnières-Épuisées dont l'implantation est hors zone de foire, 10 mètres linéaires gratuits. Pour les agriculteurs et producteurs ayant leur siège sur le territoire communal et proposant de la vente directe aux particuliers, gratuité de 4 mètres linéaires. Gratuité pour les écoles et le collège du territoire communal dans la limite de 4 mètres linéaires. Gratuité pour les associations de parents d'élèves du territoire communal, pour l'association Calinos et pour l'association Enfance et Loisirs, dans la limite de 4 mètres linéaires. Si vous me permettez, puisqu'on la modifie, j'aimerais rajouter Enfance et Loisirs pour tous. Parce que depuis, c'est Enfance et Loisirs pour tous. Et puis, donc, la dernière, c'était gratuité aux associations caritatives ayant leur siège sur le territoire communal. Donc, voilà, il vous est proposé donc d'approuver la modification de cette délibération. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis donc nous avions, alors j'avais demandé lors du dernier conseil s'il y avait des personnes qui souhaitaient intégrer les commissions. Et nous avions eu des retours. Donc, dans la commission travaux du quotidien Espace Vert Accessibilité, nous avions eu les demandes de Bernard Moissette et de Régine Pécuve. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes éventuellement? C'était pas dans la commission. Ah, dans les deux? Oui. Alors je vous propose de rajouter M. Alpano. Donc, je vous propose donc, de désigner M. Bernard Moissette. On va faire plutôt dans l'autre sens. Mme Régine Pécuve, quand même, les femmes d'abord. M. Bernard Moissette, M. Gérald Albano, pour siéger au sein de cette commission Travaux quotidiens, Espace Vert Accessibilité, et donc d'arrêter comme suit la composition de la commission.
Voilà, avec le tableau dessous. On rajoutera le monsieur Albano. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis donc l'autre, en effet, l'autre commission, monsieur Albano avait sollicité donc le conseil pour intégrer donc la commission voirie matérielle. Donc il vous est proposé. Alors est-ce qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui souhaitaient intégrer cette commission? Non? Donc il vous est proposé de désigner M. Albano pour siéger au sein de cette commission et d'arrêter comme suit la composition de cette dite commission. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'avais en affaires diverses, je voulais faire, voilà, on a eu hier notre première réunion publique sur l'adressage, puisque du coup, voilà, il nous a été, alors, suite à un travail qui avait été effectué il y a quelques années, on nous a rapporté quelques dysfonctionnements. Et donc, nous avons engagé un travail avec la Poste pour modifier à nouveau quelques adresses pour éviter les différentes homonymies sur l'ensemble de notre territoire. Et donc, nous avions réuni hier les communes de Dissy et Villefranche. Donc, nous avions réuni les personnes qui étaient concernées, impactées par d'éventuels changements. Et nous avons mercredi, jeudi, vendredi, voilà, le reste des communes à recevoir. Voilà, la réunion a été, je trouve, plutôt oui, sereine. Après, nous souhaitons vraiment, je dirais, c'est une action qui permet aussi de donner, en tout cas aux habitants, les moyens de s'investir dans ce changement. Plutôt que de leur imposer un changement éventuel, c'est que là, ils peuvent s'investir, on leur fait éventuellement des propositions, mais surtout, eux peuvent nous en faire. Et on définit ensemble voilà, ces changements d'adresse. Donc, pour certains, vous nous verrez les soirs prochains. Je voulais faire aussi un petit point, donc samedi a eu lieu la première, on va dire la première journée, alors on n'en avait noté qu'une, parce qu'on voulait déjà voir voilà, l'impact que ça avait, la première journée de distribution des bons d'achat, qui a eu lieu donc dans chaque commune déléguée. C'était quelque chose qui avait été, voilà, qui était dans notre programme et dont on voulait voilà, mener à bien. Voilà, c'est pour aider aussi nos entreprises voilà, dans le cadre de la relance suite à la période de Covid. Et donc c'est aussi un moyen voilà, de participer et de mettre en valeur nos habitants. Hein, et surtout à des fins utiles pour nos petits commerçants locaux. Donc il va y avoir en effet, donc il y avait une journée, il va y avoir d'autres actions en fonction des communes déléguées. Hein, pour certains, ça va être pendant les permanences des mairies et d'autres, ce sera pendant des demi-journées. Mais on va communiquer en fait, là-dessus. Bon, alors si Panneau Bouquet a parlé, donc vous pourrez retrouver certaines informations sur les réseaux. Mais pour certains, on va faire quand même un petit peu de communication en boîte aux lettres. Je voulais aussi... Question madame, excusez-moi. Oui. Je voulais savoir si vous aviez un pourcentage de nombre de personnes qui sont venues récupérer leur bon samedi dans les différentes mairies. Oui, on est autour de 30%. Je crois qu'on a 40% sur Chêne-Arnoux, où nous avons la majorité. Voilà, bon, bah, bravo. Mais voilà, je pense qu'en moyenne, on est autour de 30%. D'accord, je voulais juste savoir si c'était un choix de ne pas avoir envoyé une lettre à tous les habitants.
on dépense, si tout le monde vient chercher son bon, on l'a voté ensemble, on l'a délibéré ensemble, ça va coûter 100 000 euros. 105 000 euros. 105 000 euros, je pense qu'au niveau impression, etc., on n'est pas, entre guillemets, à 500, 600, 700 euros près pour envoyer une lettre à tout le monde et être sûr que tout le monde l'ait. Quand on parle de 100 000 euros, voilà, on aurait... Alors après, je ne sais pas, c'était peut-être un choix de votre part de ne pas envoyer une lettre, mais vous auriez peut-être eu un pourcentage plus important. Alors, matériellement, je dirais que c'était compliqué. Il fallait absolument que cette action elle ait lieu là, avant la fin de l'année. Et oui, on a été pris un petit peu dans la manière voilà, de le mettre en place, le côté aussi juridique, il y a quand même pas mal de choses à voir, à organiser, et puis la sécurisation de ces chèques, et puis après le traitement avec la trésorerie, puisque du coup c'est quand même c'est un montant qui n'est pas anodin, et donc il y a derrière nos agents, voilà, il fallait organiser aussi le temps de nos agents pour le traitement de ces bons d'achat. Non, c'est matériellement, on n'a pas forcément eu le temps. On a essayé voilà, de le faire via les réseaux. Après, on est une seule commune, donc on voulait qu'il n'y ait pas de disparité de traitement entre nos habitants. Voilà. Maintenant, je dirais que voilà, on sait qu'on a eu un problème de communication et c'est pour ça que de toute façon, les bons d'achat vont être distribués aux habitants, même l'opération commencée, donc probablement jusqu'au 15 novembre. Voilà. Donc là, ils peuvent se rendre dans chaque mairie déléguée quand c'est ouvert et récupérer leur don, c'est ça, en gros? Voilà, rapprochez-vous de vos maires délégués, parce que c'est vrai qu'en mairie déléguée, il y a quand même une valeur financière, donc les chèques, en tout cas les bons d'achat sont sous l'égide du maire délégué, l'office de police judiciaire, on va dire. Donc je dirais qu'il faut se rapprocher du maire délégué pour savoir en effet à quel moment il distribue les bons d'achat. Voilà. Merci. Dernière petite question. Est-ce que vous connaissez le délai de remboursement qui va être opéré aux commerçants? Quand le commerçant va rendre tous ses bons, est-ce qu'il les rend au fur et à mesure et il est remboursé au fur et à mesure, ou est-ce qu'il doit tout rendre début 2022 et il sera remboursé dans quel délai? C'est juste une question que je peux vous poser. Alors je crois que c'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours. Il y aura un bordereau de remboursement. Donc vous nous enverrez ce bordereau avec le nombre de bons. Donc, je rendrai également une partie des bons à l'intérieur de l'enveloppe que l'on va vous remettre. Donc ensuite, une fois que on saura quels sont les commerçants qui sont participants, et nous allons faire cela tous les 15 jours. Donc du 1er au 15 novembre, du 16 au 30, etc. Voilà. Il nous faudra après à peu près une bonne semaine de traitement. Donc pas une semaine le commerçant est remboursé, c'est ça? Entre 3 et 4. D'accord. Voilà. Donc c'est juste pour savoir. Maximum. Et alors après, attention, il y a les délais de la trésorerie. On essaie de faire vite, mais voilà, ça passe quand même par la trésorerie. C'est-à-dire qu'une fois que la quinzaine est passée, vous venez vite nous déposer voilà, le bordereau avec la partie des bons. Nos agents vont traiter tous ces retours et puis après, en effet, il faut que je clique sur le bouton et après la trésorerie, il faut qu'elle paye. Pour préciser un petit peu plus, vous allez avoir, nous allons passer donc, dans les commerces donc, qui se seront déclarés participants et nous allons faire signer donc, un bon de participation sur lequel il y a expliqué effectivement les modalités. Voilà. Donc, vous aurez tout cela. Et la liste des commerçants, c'est uniquement sur le code barre, Non, la liste, elle apparaît déjà sur le site de la CICOP. Elle va apparaître aussi, on pourra l'avoir sur le QR code derrière les bons d'achat. Et nous allons l'afficher, une fois qu'elle sera affichée, on va l'afficher également dans toutes les mairies déléguées. Alors, je rappelle que chaque commerçant aura quand même un petit macaron mentionnant qu'il fait partie de l'opération. La liste qui est actuellement diffusée, elle n'est pas... Alors, ce sont les premiers inscrits, tout du moins, mais tout le monde ne sait pas encore, n'a pas encore rendu son dossier. Ça va être bientôt, là. Le 20. Ouais. Ils ont jusqu'au 20, jusqu'à demain. Donc, normalement, et là, on est à peu près une trentaine de commerçants, les producteurs et artisans également. Voilà. Il y a plein de gens qui ont les téléphones, ils ne peuvent pas les lire, mais il y a quoi. Et
que va devenir les bons qui ne seront pas distribués? Certainement détruits. Regardez un peu. Détruits? Oui, oui, tout à fait. Alors on sera dans l'obligation de les détruire. Après, j'allais dire que tout dépend, puisqu'on avait parlé des associations, tout dépend en fait voilà, de l'investissement des gens. Il y a des personnes qui seront venues récupérer leurs bons. Je ne sais pas si on a distribué que 50 000 €, je pense qu'on peut faire un don. Oui, ils sont très jolis. Ils sont fluo. Je pense qu'en effet, il peut y avoir une partie qui soit reversée comme celle-là. C'est un petit. Il faudra faire. Oui. Oui, oui. Oui, monsieur. Je voulais revenir juste sur l'adressage. Vous citiez tout à l'heure la Poste. Et je voudrais savoir quelles sont les natures d'opération que nous avons avec la Poste maintenant, en 2021, pour l'adressage. Je crois que c'était occupé de cet adressage à l'époque. Une mission leur avait été confiée. Je voudrais savoir si vous facturez aujourd'hui leurs prestations, en sachant qu'ils n'ont pas été au bout de la précédente. Alors, en fait, la Poste a fait ce que les élus ont demandé. C'est-à-dire que la Poste fait des préconisations, et après, ce sont les élus qui vont plus ou moins voilà, en profondeur dans la démarche. Donc, il avait été, je dirais, lors du précédent processus d'adressage, ce n'était que les doublons stricts. Donc, les rues de l'église, voilà. Là, il s'avère qu'on va avoir, je ne sais pas, la rue des oiseaux et le champ des oiseaux, ou voilà, peu importe. Et là, ça tomberait sur du doublon. Donc, en effet, je dirais que là, c'est. Alors, c'est vrai que c'est toujours très compliqué pour les gens de changer d'adresse parce qu'on s'y attache. Sauf que quand on a besoin de secours, c'est surtout là qu'il y a le problème. C'est quand on a besoin de secours, il ne faut pas qu'il se trompe entre la Grange Rouge là, ou je ne vais pas dire non plus mais voilà, on a quand même encore pas mal d'homonymies qui font que s'il y avait un problème, jusque-là ça n'est pas arrivé, mais que malencontreusement une personne venait à décéder parce qu'on n'a pas pu aller la secourir à temps, et éventuellement la famille qui pourrait porter plainte contre moi parce que je n'aurais pas fait le nécessaire au niveau de l'adressage. Absolument, absolument. Et autre chose, que va-t-il advenir d'une agricultrice qui soulevait le problème samedi? Qu'est-ce qui va advenir si elle change d'adresse au niveau des référencements assurance, des référencements PAC, des référencements, voilà, comment ça va se passer? Est-ce que la Poste va gérer ce dossier individuellement par entreprise, par exemple, de façon à ce que ce soit le plus fluide possible pour les organismes? Alors, la Poste, elle n'intervient pas dans les changements, voilà, que ce soit des particuliers, des professionnels. Après, chacun doit faire ses changements. Pour les entreprises, ça ce sera. Mais en tout cas, pour les particuliers, on mettra à disposition les agents de France Service sur rendez-vous. Elles pourront éventuellement se déplacer dans les mairies déléguées pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en dehors de leur commune pour les aider dans ces démarches-là. Sachant que les papiers, tout ce qui est pièces d'identité, n'ont pas besoin d'être modifiés. Votre permis de conduire ne change pas, voilà, l'adresse ne change pas, la carte d'identité, hormis si vous êtes arrivé voilà, au terme de la validité. Après, vous n'avez que les cartes grises, et où là, vous pouvez, alors, sauf si vous avez des anciennes immatriculations, où là, en effet, ça vous coûte, je crois, 2,67 € et un jeu de plaque. Mais sinon, c'est gratuit jusqu'au quatrième changement d'adresse. Je vous entends bien, mais quand on voit aujourd'hui que les villages, naturellement, n'existent plus, pour certains fournisseurs de GPS, ils ne sont plus, pour des cartographies, ils existent encore,
et même encore pour certains organisateurs de manifestations, il existe encore, puisque quand on vient, des gens viennent à Charny pour demander au school de vide-grenier, en réalité, il y a Perreux, il y a Fontenay, il y a Saint-Martin. Voilà, donc c'est une question de fluidité des services, afin que l'ensemble des organismes concernés en fait puissent se rassembler de façon à ce qu'on n'ait pas encore des délais pour les particuliers ou les entreprises, de façon à ce que je parle, j'ai la Sécu, la MSA, voilà. Est-ce qu'il y aura une attention particulière? Est-ce qu'il y a un service particulier pour ça? Ou est-ce que, une fois de plus, ce sera encore à l'administré de se débrouiller, de faire matcher tout ça? Alors, je dirais que la Poste va faire son travail. En tout cas, elle met à jour le bas, c'est ça? Arnaud, Oui, je peux prendre la parole. La Poste fait son travail à partir du moment où nous, on a pris les délibérations pour changer officiellement les adresses. Ça, c'est la première étape, puisque c'est de l'ordre de la municipalité maire de faire les changements d'adresse. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui sont automatiques à partir du moment où on entre les informations sur le site. Je ne peux plus vous dire le nom du site, on l'a fait hier, je ne sais plus, mais à partir du moment où on inscrit les changements d'adresse, c'est répercuté sur un certain nombre de choses, comme la Sécu, les mutuelles, etc. Par ailleurs, pour ce faire, parce que ça passe par un système Internet, évidemment, c'est là où on peut aider les gens qui n'ont pas la fluidité sur Internet via France Service. Pour les entreprises, par exemple, il y a évidemment un petit coût, puisqu'il y aura à changer les cabis, à changer peut-être les cartes de visite, ce genre de choses. On est en train d'étudier ce qu'on pourrait, le cas échéant, faire pour les aider dans cette transition, sachant que c'est de l'aide aux entreprises, donc ce n'est pas du ressort de la commune, donc ça nécessitera des accords, des autorités compétentes, sans doute la région et peut-être la CCPF. Mais ça va être accompagné, si vous voulez, c'est pas tant pour rebondir aussi sur la première question, je veux dire, la Poste qui aurait pas fait le travail jusqu'au bout la première fois, c'est pas tout à fait ça, c'est que comme il propose, après on dispose. Et pour le coup, c'est aussi à l'aune des 5 ans, les 5 dernières années, qu'on a pu évaluer si certaines choses qui pouvaient ne pas sembler être un doublon posaient des problèmes effectifs. En l'occurrence, moi j'ai des gens que je connais qui ont eu des problèmes avec le SAMU, le SMU ou les pompiers, qui ont eu de graves problèmes, qui auraient pu vraiment mal se passer. Et là, c'était pour des doublons qui n'avaient pas été fortement identifiés. Donc, les gens qu'on a vus hier soir étaient finalement assez enclins à vouloir changer, parce que tous avaient constaté, alors de la petite chose, du petit inconvénient qui est de ne pas avoir son courrier, ou avoir un livreur qui vous appelle 3 fois pour savoir où vous êtes exactement, donc qui est un moindre mal, on n'est pas content, mais c'est pas grave, jusqu'à des problèmes de sécurité, de sauvetage. Et quand on a eu la grosse tempête fin juin ici, on a eu un certain nombre de pompiers qui sont arrivés d'autres endroits. Autant les pompiers de Charny se débrouillent, ils connaissent les hameaux, ils connaissent les gens plus ou moins bien, etc. Et dès qu'on a des gens qui viennent de l'Ayanté ou même de Champignelles, ils ne savent pas tout à fait. Et s'il y a entre eux une impasse à Villefranche et une ruelle qui porte finalement un grand champ, ça peut être fatal. Vous avez prévu une communication efficace, j'imagine, auprès des administrés pour bien expliquer tous les administrés qui ont été convoqués aux 4 réunions qui ont commencé hier, qui continuent demain, après-demain et vendredi, sont ceux concernés par d'éventuels changements. Ou bien certains dont on se dit que peut-être on pourrait rester comme ça, mais à condition de vraiment les prévenir. Un exemple tout bête, entre l'Ormès à Dissy et la route des Ormes à Saint-Martin-sur-Ouane, ça s'écrit à peu près pareil. Si on le prononce, c'est pas la même chose, sauf qu'en regardant sur les cartes, l'Ormès, la plupart du temps, quand il existe, est écrit sans accent grave. Donc là, on peut éventuellement laisser les gens garder leur adresse, mais il faut absolument qu'ils soient conscients, un, du risque, et deux, de bien mettre l'accent circonflexe, qu'on vérifie que pas. Non, grave. Pas Grave. Si on a un circonflexe, peut-être que ça me marche. C'est ça. Non, ne tape pas, Rosemary, ne tape pas.
Mais il les recensera plus. Non, mais après, voilà. C'est surtout, on a décidé de les convier parce qu'on avait aussi besoin de leur retour d'expérience sur ces dernières années. C'est ça. Et la Et plupart, on conscient qu'il y a des problèmes. je dirais que dans certains cas, ils étaient même, je dirais, on n'avait pas donné, nous, les propositions qu'ils nous en avaient déjà faites, et certaines étaient les mêmes. Voilà, donc c'est là qu'il y a quand même une cohérence. Oui, l'équipe avec laquelle on travaillait, dont un certain nombre d'entre vous faisaient partie, on a essayé de trouver des noms qui étaient soit des parcelles qui existaient à côté, enfin des choses comme ça. On a essayé de trouver une certaine cohérence. Donc la cohérence, les gens eux-mêmes l'avaient quand ils ont fait les propositions. Bon. Vous avez d'autres questions? Petite chose, Madame le maire, il y a eu dans le fil du conseil municipal une question posée, je ne sais pas si vous préférez qu'on en parle, qu'on revienne dessus après, c'était au sujet des déchets. Oui, bah alors je vais juste faire mes petites. On en reparlera parce que ça, c'est un sujet qui. Ok, très bien. Juste pour dire, donc au dernier conseil, Monsieur Jouvet vous avez fait part des problèmes que nous avions rencontrés sur la rue des Cochards, voilà, en allant au Benin. Bon, donc nous n'avons personne ne s'est fait connaître. Donc, bien, nous allons faire, il faut qu'on refasse la voirie. Et donc, il y en a pour presque 7 000 €. Voilà. Une plainte a été déposée. Est-ce qu'il est dans quel cours? Alors, non, il n'y a pas eu de plainte. La commune n'est pas assurée pour ses voiries communales non plus. Et donc, je dirais que nos agents, en effet, de la police municipale sont rendus sur place. Voilà. Donc les travaux, parce que du coup, il faut quand même en venir, puisque nous avons bloqué la route depuis. Les travaux devraient commencer là dans quelques jours et donc se terminer sous la quinzaine de jours qui vient, normalement. Voilà ce que l'entreprise nous a dit. À moins qu'il y ait des problèmes de météo et voilà. S'il leur reste un petit peu de ciment, Madame la maire, je ne pas. Alors, c'est pas du ciment, mais. Je pourrais pas en faire une parotte, mais il y a toujours les pavés autour de là. Ça fait 4 fois, ça fait. Je crois que ça avait été fait la dernière fois. Non, toujours pas. Voilà, où je dis ça, c'est pour vous. Il y a un problème. Pour les gens qui pourraient se casser la figure. Donc, si éventuellement l'entreprise a 2 minutes. Nous notons en rouge. Ouais. Si je tombe, on va faire mal. Et puis, oui. Non, moi je voudrais juste revenir sur les bons. Oui. Est-ce que les associations ont le droit? Non. Non, ce sont les habitants, voilà, les foyers domiciliés sur la commune. J'ai une autre question. Ah. Toujours sur les bons? Non, mais moi j'ai de la voix. Je porte. Non, pas sur les bons. Ah. Il y a une personne qui est arrivée au service technique qui s'appelle Christine. Alors, on n'a pas le droit de citer les noms. Donc, attention à ce qu'on fait, à ce que l'on dit. Personne. Elle n'a pas été présentée Alors, ça l'a été. C'est faux. Ça a été fait. Nous l'avons fait et nous avons accueilli l'ensemble des agents qui sont arrivés au mois de septembre. Oui, dans le service. Elle a été présentée dans le service. Oui. Mais pas au conseil. Excuse-moi. Alors donc j'en prends note. Je le donnerai pas, mais c'est quand même une personne importante qui arrive. Parce que les maires adjoints leur envoient des bons de travaux, et ainsi de suite. Oui, alors ceci étant, oui. Donc je lui demanderai. Alors la personne donc s'est en effet présentée à tous les maires délégués, s'est rendue voilà, dans chaque village. Donc commence en effet à travailler et a commencé sa mission par remettre en place un logiciel
de demande et suivi de travaux. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les maires délégués, via un logiciel, vont en effet transmettre leur demande de travaux. Et donc, Monsieur Péco. Le logiciel, c'est le même qu'avant ou c'est un nouveau? C'est le même, et donc qui du coup a évolué aussi. Je crois qu'elle a revu certaines choses. Mais oui, c'est le même. Oui, bah non, nous l'avons toujours, et donc il faudrait au moins qu'il serve. Il servait partiellement, mais je pense qu'il a plein de possibilités. Voilà. Donc après, je pense que les maires délégués vont pouvoir peut-être en parler mieux que moi. Mais, les mêmes logiciels. Oui, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Péco. Question pour M. Huc. Je voulais savoir ce que vous en étiez du recrutement. Est-ce que ça avance, vous trouvez du monde? Vous voyez du monde? Est-ce que c'est toujours aussi compliqué que, comme vous l'avez expliqué, au dernier conseil au pluriel? C'est toujours assez compliqué. Surtout beaucoup de problèmes de correspondance. D'abord, de faire intégrer des gens qui viennent du privé est un véritable casse-tête, puisque nous avons des contraintes qui sont liées au droit de la fonction publique territoriale, à des grades, à des statuts, à des catégories de population. Donc toute intégration de populations qui viennent de l'extérieur, enfin du privé, pose des problèmes. Dans les candidatures, ça va par vague. C'est assez surprenant. Il y a des moments où il n'y a vraiment rien du tout. Nous sommes toujours à la recherche. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il y a deux problèmes. C'est de retrouver des candidats. Et comment est-ce qu'on peut intégrer ces candidats dans nos grilles hiérarchiques et de la fonction publique territoriale. Voilà. Mais on avance petit à petit. Mais c'est extrêmement compliqué. Merci. Bon, alors moi Monsieur Girardin. Moi j'avais encore des travaux. Dans ces mêmes instances, dans ce conseil municipal, je parle des dossiers retraite. Il avait été évoqué le fait de pouvoir sous-traiter la gestion des dossiers de retraite, oui, des agents. Voilà. Et le choix qui avait été retenu, c'était la possibilité de faire le coup par coup ou de passer une convention et de prendre un forfait. Le choix qui a été fait, c'était de faire le coup par coup. Voilà. Aujourd'hui, un agent qui va au service RH, on lui répond, nous nous occupons plus des dossiers de retraite, voyez ça avec le centre de gestion. Ah non. Donc, c'est ce qui a été dit, donc les gens appellent le centre de gestion pour savoir. Donc, on ne leur répond pas. Alors ça m'étonnerait. Je verrai avec les agents, mais je sais que nous avons un dossier où nous avons, pour un agent, où on est dessus et où voilà, on s'en est occupé. C'est pour ça que je vais voir avec les agents. On va voir avec M. Huc ce qu'il en est. Oui. Autre chose, là, je parle maintenant donc, du dispositif de signalement des actes de discrimination, harcèlement, agissement sexiste dans la fonction publique. Je voudrais savoir où on en est, Charlie, par rapport à la mise en place de ce signalement. Vous avez, je vais compléter en vous en parler, M. Girardin. Nous avons présenté ce dispositif au comité technique et il a été rejeté. Il a été rejeté par 3 voix, l'ensemble du personnel, les 3 voix du personnel. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ce point n'a pas été mis à l'ordre du jour, puisque nous avons présenté le dispositif du centre de gestion. Le dispositif du centre de gestion a été rejeté comme étant insuffisant. Je répète, enfin, je résume étant. Une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, voilà. Voilà. Il a été signé par la Comcom, par exemple, le plus effort. Je sais, mais Monsieur Girardin, je ne peux
pour l'instant, je voulais en discuter avec vous, puisque pour l'instant, nous sommes dans une situation de blocage. Le comité technique, nous ayant d'ailleurs demandé de le présenter au préalable au CHSCT. Voilà. Mais dans l'état actuel des choses, le comité technique a eu lieu il y a 2-3 jours et ce dispositif a été rejeté. Donc, dans l'état actuel des choses, je dois rediscuter avec eux. Ils ont jugé, grosso modo, le dispositif comme insuffisant. Voilà. Mais j'aimerais qu'on en parle, pour voir est-ce qu'il y a des marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le refaire passer. Puisque notre volonté à nous était de le faire passer en Tiens, si vous avez pris mon bas, celui du centre de gestion, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a à peu près 200 communes qui l'ont signé dans le Hein. Alors, Monsieur Charny, ça ne va pas. J'en doute pas, M. Gerdin, la preuve même. Oui, non, mais je ne nous l'avons. vous accuse de rien. Nous l'avons. La preuve même, c'est que nous l'avons présenté tel que, et puis j'ai un peu à ma grande surprise, il a été repoussé. Voilà. Donc il faut maintenant que je reprenne le travail, il faut que je me rapproche du centre de gestion, voilà. Et également, il faut que nous le passions en CHSLD. Ok, merci. Et donc j'ai un dernier point, un petit peu plus. Je dirais, j'ai été interpellé par des gens qui m'ont dit qu'il était en cours de distribution dans le centre de Charny de laisser passer pour la Saint-Simon. Donc il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tout le monde va en avoir, à quoi ça sert, comment ça marche. Alors, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, je sais, oui. À la nuit, je ne sais même pas quoi je vous parle. Alors, je vous explique pourquoi. Les habitants qui habitent entre le carrefour rue de la Motte, donc vers la maison de santé, jusque là vers la mairie, seront dans la zone de passe sanitaire. Pour certains, ils n'ont peut-être pas forcément leur passe sanitaire, et en plus, ils vont devoir garer leur voiture en dehors de cette zone-là, s'ils ont besoin d'aller faire des courses ou quoi que ce soit. Donc plutôt que ils soient contraints, embêtés toute la journée, ils auront en effet un laissez-passer qui est nominatif, et donc ils pourront en effet rejoindre leur véhicule et vaquer à leurs occupations en dehors de la foire. C'est pas un droit de foire. C'est juste un laissez-passer pour qu'ils puissent sortir de la foire. Mais ça ne leur donne pas accès à la foire, il faut qu'ils aient leur passe sanitaire pour rentrer sur la foire. Voilà. Oui, mais il va y avoir des bracelets, il va y avoir des zones de contrôle et on les contrôlera quoi qu'il en soit. Après, le but c'était qu'ils ne soient pas cloîtrés chez eux, puisqu'on a eu la demande si pour aller chercher le pain, quelques produits nécessaires. Donc on a trouvé cette solution pour pouvoir leur laisser le passage. Après, je suis d'accord avec vous, qui veut frauder, fraude, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'était vraiment sur une partie de la population pour qu'ils puissent sortir et rentrer chez eux. Ok, merci. Et ce laisser-passer, ils vont se le fournir où? Il est distribué, il est nominatif et il est distribué. Il est distribué aujourd'hui à chaque personne, dans les boîtes aux lettres. Ah d'accord. Je vais garder juste la parole 5 minutes pour la Saint-Simon. Voilà, c'est bien programmé, on a un service de sécurité, etc. Simplement, je voulais vous faire un appel. On a besoin de personnes. Donc, si vous souhaitez donner un petit peu de votre temps le jour de la Saint-Simon pour nous aider, pour les classements, pour la journée, on est preneurs. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous faire recenser auprès de Monsieur le Pro de la Rivière. Et puis, ça sera avec plaisir que vous viendrez embellir notre équipe pour la Saint-Simon. Voilà, moi je suis mise sur mes travaux parce que j'avais au moins 20 ans en plus sur les travaux. Les travaux de la mairie, puisque nous n'avions pas de chauffage depuis le mois d'avril, sont en cours. Et donc, la traversée pour rejoindre en fait le gymnase, alors
devait au départ être effectuée cette semaine, mais j'ai demandé à ce qu'elle soit faite la semaine prochaine en raison des vacances scolaires. Donc normalement, voilà, cette tranchée, cette traversée de route devra être effectuée la semaine prochaine. Et nous sommes en bonne voie pour avoir un petit peu de chauffage pour cet hiver. Jusqu'à maintenant, ça va, c'était... Bah, si on a des radiateurs électriques. Mais maintenant, je commence à biffer, hein, parce que j'évite. Le froid, ça s'enferme. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres... Est-ce qu'il y avait des interventions? Ah, bah oui, c'est vrai. En plus, je l'ai noté. Alors, je vais laisser la parole à Gisèle et puis à Nathalie pour, concernant les chemins de randonnée. Alors, à la demande de la communauté de communes, je parle pas, c'est pas. À la demande de la communauté de communes, des avortaires, à propos des chemins de randonnée. Un groupe de travail s'était constitué, donc l'an passé, j'ai retrouvé une date de réunion le 8 octobre, je ne sais plus exactement comment ça avait commencé. Et puis, ça a été en sommeil pendant un certain temps, le Covid oblige, etc. Et puis, au 1er juillet, on a eu une nouvelle réunion, et là, M. Poulain, président de l'association, à chacun son chemin, qui, à la demande de la communauté de communes, balise les chemins. Donc la communauté de communes fournit les poteaux, enfin le matériel pour le balisage, mais c'est M. Poulain et son équipe qui balise les chemins. Donc, le 1er juillet, on se réunit et il fallait que ce soit fait pour le 15 septembre. Alors au départ, il était proposé 5 ou 7 chemins, je ne sais plus. C'est sûr, je crois que c'était plus, mais bon, 5 ou 7 chemins. Et nous, ça ne nous a pas convenu, on a dit on en veut plus, on en veut un par commune déléguée. Donc il y en a 14. Il y a 14 chemins. Ah ben, est-ce que tu peux projeter ça va arriver. Ça chauffe. Donc, on s'est un petit peu dépêché pendant juillet, enfin surtout août et début septembre, certains d'entre nous, à repérer les chemins qui étaient communaux, qui étaient, voilà, on a découvert un chemin par exemple communal qui n'était pas entretenu, enfin ce genre de choses. Et on a créé une randonnée à partir de chaque commune déléguée. Alors en fait, il y en a donc 14, mais il y en a 2 pour Charny, une grande et une petite. Et de ce fait, c'est Saint-Denis-sur-Ouane qui n'en a pas ou qui en a 2. Parce qu'en fait, Saint-Martin, la randonnée qui est sur Saint-Martin passe par Saint-Denis et la randonnée qui est sur Grandchamp passe par Saint-Denis aussi. Voilà, donc elle va vous projeter elle va la projeter tout à l'heure. Je suis désolée, l'ordinateur ne charge plus, donc je ne peux pas projeter. Donc je fais le nécessaire pour que ça charge pour pouvoir reproduire. D'accord. Donc on attendra, je vais parler encore un peu. Alors on a essayé que les randonnées s'enchaînent, c'est-à-dire qu'il y a des parties un petit peu communes ou au moins des points communs sur certaines. Par exemple, d'ici rejoint Charny, qui rejoint Chenarroux, qui rejoint Fontenoy, qui rejoint Chambeugle, qui rejoint Marché-le-Taux. Là c'est plus haut. Et puis ensuite il y en a Perreux, Saint-Martin, Grandchamp, c'est pareil, peuvent communiquer. Chevillon-Prunois, et puis Villefranche-il est un petit peu isolé dans son coin à cause de la route de la Grande. Pardon? Je suis l'enfant pauvre. Tout seul. En fait, non. Villefranche est même gagnant parce que pour lui. Villefranche est même gagnant parce qu'en fait, Villefranche, c'était une grande balade, une grande rando
qui en fait sera scindée en deux. On peut faire soit, donc ça fait un papillon, soit on en fait une, soit on... Voilà. Alors, si je continue, donc voilà, on a eu des réunions au local technique, parce qu'on a besoin du vidéoprojecteur, etc. Donc c'est à peu près acté, ça convient à M. Poulain. A priori, la commune n'a pas à... Et aux associations de randonnée, oui, parce qu'il y avait des randonneurs dans le groupe de travail, il y avait des élus et des randonneurs. Donc ça ne coûte rien à la commune, c'est une compétence de la communauté de communes. Voilà. Mais en revanche, ce sur quoi M. Poulain a mis le doigt, c'est que eux, ils avaient le matériel pour baliser les chemins, mais ils n'avaient pas de véhicule. Enfin, pas de véhicule, ils vont acheter un 4x4, mais à leurs frais, aux frais de leur association. Ils vont les frais d'essence, etc., parce qu'ils viennent de centre d'Isère, voilà, ils sont plutôt sur ce secteur-là, donc ils vont avoir des frais assez... Oui, ils vont avoir des frais. Oui, voilà, alors ils doivent avoir 170 km à baliser de ce fait, puisqu'il y a 15 circuits qui font en moyenne 12 km. En gros, c'est ça. Alors, il disait qu'il avait fait une demande de subvention au printemps. En février 2021, il a fait une demande de subvention et il n'a pas eu de... Son association n'a pas eu de subvention par la commune de Charles. Pas de retour, pas de retour. Alors, est-ce que ça vous est arrivé ou pas? C'est à chacun son chemin. Alors, est-ce que les membres de la commission ad hoc, est-ce que ça vous parle? Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va avertir M. Poulain, que je ne connais pas, cette association que je ne connais pas, vont nous avertir où sont les chemins de randonnée, etc. Tu as des administrés, des gens qui viennent dans la commune, ils nous posent des questions. Quand tout sera balisé et que la communauté de communes aura fait une communication, un recensement cartographié. Alors donc il serait question qu'ils balisent. Et je pense que ce sera dans les offices de tourisme. Alors il faut donc ça doit passer au budget 2022 de la communauté de communes pour le balisage de ces chemins. Il faut qu'on vous en informe le plus rapidement possible, voilà, pour qu'après lui puisse faire des démarches auprès de la communauté de communes. Et il espère pouvoir avoir balisé avant les vacances de juillet-août 2022. Il espère avoir balisé. Alors, des questions? J'ai oublié des choses? Juste au niveau des chemins, au niveau de la communication faite sur les chemins, donc ça passe notamment par l'office de tourisme. Donc l'association À Chacun Son Chemin travaille avec la plateforme de randonnée Visorando, donc qui est une plateforme collaborative. Les circuits qui sont mis dessus sont tous vérifiés par des randonneurs experts. Il se trouve que M. Poulain en fait partie et sont disponibles donc les fiches pour un particulier qui peut se créer un compte Visorando gratuitement et peut télécharger la fiche de randonnée également sans aucun problème. Et il y a également une application mobile pour ceux qui sont un peu plus axés numériques. Et s'il y a encore donc, des personnes assez attachées au papier, les fiches de randonnée sont disponibles gratuitement dans tous les accueils touristiques depuis cette époque. Puisque l'office de tourisme appartient, enfin, avec IGN pour pouvoir imprimer, puisque ce sont des fonds de carte IGN, pour pouvoir imprimer et donner gratuitement la carte. Merci. Je voudrais savoir qui doit assurer l'entretien de ces chemins, des linéaires, etc. Alors, bonne question. Là, en revanche, il sera demandé, puisque c'est des chemins qu'on emprunte sont des chemins communaux,
il est demandé à la commune de Charny-Aurepuiset d'entretenir les chemins. Mais les randos qu'on a repérés sont des chemins qui sont entretenus. Alors, oui, non mais alors, bien évidemment, les chemins lumineux sont entretenus par la commune et les chemins de randonnée qui sont déjà connus le sont, je dirais, une fois de plus, je crois qu'elles sont entretenues en priorité. Voilà. Non mais justement, on est tombé sur un chemin, en repérant, on est tombé sur un chemin communal qui était supposé être communal et qui en fait était pris en bois. Donc on a changé de... On a bifurqué, on n'a pas pris ce chemin, on n'a pas pris ce chemin, c'est pas celui qu'on a retenu. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux... Oui. Oui, voilà. Pas toujours, hein, les chemins de randonnée, en l'occurrence le GR13, auquel j'ai demandé plusieurs fois l'entretien, n'est toujours pas entretenu. La partie qui traverse, comment dirais-je, notre partie, pas dans le Loiret, mais voilà, il n'a jamais été entretenu. Je dirais même, j'ai des gens qui viennent en randonnée qui se plaignent en disant maintenant c'est un GR13, c'est quand même à la commune de l'entretenir. Je l'ai signalé, mais c'est toujours pas fait. J'en profite pour le dire. Voilà. Oui, ben, maintenant on va être en train de recenser, on va vérifier s'il a bien été intégré dans le... Il devait l'être. On l'avait bien noté, mais bon, j'en profite. Hein, oui, voilà. Bon. Il n'y a plus de questions concernant les chemins de randonnée? Donc on va pouvoir dire à M. Poulain qu'on vous en a informé. Oui. Et puis on va rechercher ce courrier éventuellement, ou lors d'échanges, lui demander de nous en renvoyer un. Et puis on soumettra donc la demande à la commission. Merci. Bon, je vous laisse du coup la parole succincte sur les déchets. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, non, c'était juste pour savoir, il y a un certain nombre de questions qui se posent au fil des retransmissions des conseils. Donc soit on en parle et on en reparle après un prochain conseil, soit là je pose la question et on peut essayer de répondre, mais je voulais savoir ça avant de poser la question. En l'occurrence, la question, c'est qu'il y avait été évoqué à une époque de mettre des bacs éventuellement pour les déchets, pour notamment les gens qui n'habitent pas sur Charny-Aurepuiset, que ce soit les résidences secondaires ou autres, qui du coup ont du mal à pouvoir, qui font comme moi parfois quand je repars à Paris, je les mets dans mon coffre. Et on leur aurait répondu que c'était Charny qui refusait d'en mettre. Lorsqu'ils ont pris la... On n'a pas refusé. Je sais pas, je te dis juste ce qui était sur le site. Non, après, on n'a pas refusé. Maintenant, il faut en effet qu'on voit où est-ce qu'il est avec les... Je peux répondre à la question. J'ai un exemple qui dit quelque chose. Les gens qui sont en secondaire, qui ont droit à la riche, particulièrement dans les deux parisiens, ils m'ont demandé des conteneurs. J'ai demandé à mon cher, ils ont reçu des conteneurs à clé, des petits conteneurs à clé, qui sont à disposition. Quand ils partent, ils mettent dans leur conteneur et il n'y a pas de poubelle qui traîne. Oui, d'accord. Mais je rappelle que normalement, les bacs ne doivent pas rester sur la voie publique. C'est-à-dire qu'on doit le... Ils ne sont pas sur la voie publique, ils sont mis en retrait à côté du cimetière. Pour nous, il y a toujours des endroits où les conteneurs, quand vous laissez dans les conteneurs qui sont sur les parties, par exemple, de l'église, chez moi, c'est sur la voie publique aussi, quelque part. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est dans un endroit où ce n'est pas sur la voie publique, c'est en retrait. C'est possible de faire dans les communes. C'est ça. C'est ça qui est proposé par mon chat, c'est des bacs à clé. Suivant le nombre de foyers, c'est plus ou moins important. Et c'est de les mettre, non pas sur le public, mais dans un coin qui ne gêne pas et qui ne soit connu que des résidences secondaires ayant la clé, pour éviter après le dépôt sauvage de sacs. Moi, ce qui a été proposé, ce sont pas des petits bacs, parce que les petits bacs sont pour les habitants, donc c'est pour ça... J'ai que deux tas, non, j'ai que deux tas précis. Mais normalement, c'est ce qu'on nous dit, c'est de ne pas les mettre non plus
soit au service technique, ce qui me pose un problème puisqu'on a, je dirais, un portail, voilà, c'est fermé, donc ça posait problème. Et donc après, c'est de trouver en effet l'endroit qui permet à ce que l'ensemble des résidences secondaires qui iraient soit direction Courtenay ou soit direction CEPO puissent déposer leurs déchets. Donc après, je vous avouerai que je n'ai pas eu non plus le temps de voir les parcelles qui pourraient être en dehors, voilà, à proximité, mais non loin des voiries desservant l'autoroute, voilà, et qui soient le plus approprié, accessible, voilà, et qui n'engendrerait pas non plus de dépôts sauvages que l'on a actuellement. Mais on l'a dans beaucoup de communes, puisque je sais qu'on en a parlé il y a quelques jours à Chêne-Amont. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut trouver. Et surtout, il faut que ce soit. Soit il faut qu'après on passe des conventions avec les propriétaires, soit il faut que nous soyons propriétaires des terrains pour pouvoir déposer ces bacs. Des documents en contenance. Il y avait d'autres questions, monsieur Xainte? Non, madame le maire. Est-ce que dans l'Assemblée, il y avait d'autres questions? Non? Gisèle. Je propose, comme on n'a pas pu voir le tableau là, avec les randonnées, je propose que vous l'envoyiez avec le compte rendu. On va le transmettre. Eh bien, je vous propose de lever la séance. Je vous souhaite une bonne soirée.